Est-ce que l'on observe des caractéristiques communes à beaucoup de victimes de pervers narcissiques? La réponse est clairement oui. On observe surtout globalement une vulnérabilité qui est propice à l'emprise du pervers narcissique. Essayons de dresser ce profil de la victime. Un profil, c'est toujours une simplification, bien sûr, qui ne rend pas compte de toutes les variantes que l'on va pouvoir observer dans la réalité. Dans l'histoire personnelle de la victime, qu'est-ce qu'on va retrouver fréquemment? Des traumatismes précoces événementiels, c'est-à-dire consécutifs à un événement, à une certaine situation. L'abandon ou la rupture soudaine d'attachement est le plus fréquent de ces traumas. L'enfant est par exemple confié à la grand-mère alors qu'il est seulement âgé d'1 mois. Puis il va ressentir un nouvel abandon à l'âge de 2 ans lorsque la mère récupère l'enfant. Autre exemple, l'enfant à 2 ans voit sa mère quitter le domicile familial, la mère séjourne à l'étranger pendant 3 mois, mais personne n'a expliqué à l'enfant que sa maman allait revenir. L'un des parents quitte subitement, définitivement, le domicile familial, etc. Autre type de traumatisme que l'on retrouve fréquemment, des traumatismes précoces qu'on qualifie de relationnels ou traumatismes du développement. Un attachement insécure, par exemple, c'est-à-dire que le comportement de la principale figure d'attachement, généralement le père ou la mère, est imprévisible. Le père est alcoolique, tantôt affectueux, tantôt violent. Donc l'enfant vit en permanence un type d'attachement qu'on qualifie d'insécure. L'un des parents peut aussi présenter une mauvaise régulation émotionnelle. La mère fond en larmes chaque fois que quelqu'un lui refuse de l'attention, et le père, de son côté, va sortir de ses gonds dès que quelqu'un montre des signes de joie. Donc l'enfant grandit dans un environnement anxiogène, et cet environnement, évidemment, n'est pas du tout propice à faire l'apprentissage de sa propre régulation émotionnelle. On observe aussi souvent dans le passé des victimes une carence de soins affectifs. C'est-à-dire que la maman peut très bien être sur un plan technique tout à fait efficace, mais en même temps absente sur un plan affectif. C'est-à-dire qu'elle ne regarde pas l'enfant, elle ne répond pas à ses sourires, elle ne le caresse pas, elle ne lui parle pas sur un ton affectueux. Est-ce que tout ça a un impact? Oui, un impact très profond et un impact même physiologique. C'est-à-dire que dès les premiers jours de la vie de l'enfant, lorsqu'il y a accordage émotionnel, cette espèce de synchronisation émotionnelle entre la mère et l'enfant, eh bien, l'enfant va libérer de la dopamine. Et on sait que cette dopamine joue un rôle très important dans le développement cérébral. Donc, s'il n'y a pas cet accordage émotionnel, eh bien, le développement cérébral en est affecté. Certaines relations parentales compromettent aussi l'édification de ce qu'on appelle les assises narcissiques de la victime. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas jargonner longtemps, je vais vous donner des exemples. Parfois, l'enfant n'est pas éduqué pour découvrir et exprimer progressivement son identité propre, c'est-à-dire ce qui fait sa singularité. Il n'est pas éduqué pour apprendre à faire des choix, à s'auto-déterminer, bref, à devenir un adulte. L'enfant peut être nié dans son identité principalement de 3 façons. Première façon, les parents l'ignorent, tout simplement. La deuxième façon, il est instrumentalisé, manipulé. Et puis, troisième façon, il est très valorisé en apparence, il bénéficie de toute l'attention et de tout l'amour de ses parents, mais seulement tant qu'il se comporte en clone de ses parents, tant qu'il adopte leur conception de la vie, leur comportement, etc. Donc, premier cas de figure, les parents indifférents, voire dénigrants. Des parents qui ne vont montrer que très peu d'intérêt pour leur enfant, ou qui accordent toute leur attention à un autre enfant. Souvent même, ces parents sont clairement dénigrants. Donc l'enfant va développer la croyance
bien qu'il n'est pas digne d'amour ou de considération, qu'il vaut moins que les autres, et il ressent en lui une grande imperfection, voire de la honte. Autre cas de figure, des parents manipulateurs. Ils vont par exemple convaincre l'enfant qu'il lui faut faire preuve d'abnégation, oublier ses intérêts propres. J'ai souvenir du cas d'une mère dépressive et malade qui faisait implicitement comprendre à son enfant qu'elle devait intégralement se vouer à son service parce que dans le cas contraire, l'état de santé de sa mère pourrait se dégrader et elle pourrait mourir. Donc dans ce cas, l'enfant va développer la croyance qu'il n'a pas d'autre choix finalement que de se soumettre aux souhaits des autres, sinon ils exerceraient des représailles ou le rejetteraient d'une façon ou d'une autre. Enfin, autre cas de figure, des parents qui nourrissent un fantasme de fusion. Les parents souhaitent inconsciemment que l'enfant soit un clone d'eux-mêmes et que jamais ils ne se séparent d'eux. Vous savez, on dit souvent, oui, c'est merveilleux, j'ai eu une relation fusionnelle avec mon père ou ma mère. Moi, j'ai tendance à dire, attention, les ennuis ne sont jamais bien loin lorsqu'on est dans une relation fusionnelle. Donc les parents donnent éventuellement beaucoup d'amour et d'attention, de protection, mais éduquent leur enfant pour faire en sorte qu'il adopte finalement leur conception de la vie, leurs valeurs, leurs désirs, leurs activités, leurs comportements. Donc ils vivent avec leur enfant dans une proximité affective totale où tout doit être partagé, où personne n'a vraiment le droit à son jardin secret. Et implicitement, l'enfant doit céder une partie de ce qui fait sa singularité pour vivre dans une fusion avec ses parents et continuer à mériter son amour et sa protection. Donc ça vous donne déjà une petite idée de ce que ça peut produire ensuite à l'âge adulte et en particulier dans la relation avec un pervers narcissique. Si vous avez des questions complémentaires, eh bien, n'hésitez pas à nous adresser un mail ou tout simplement à nous téléphoner. À très bientôt, j'espère. Au revoir.